montré grâce à la scope de l'orage qui est pas très loin. C'est un outil d'éducation populaire. C'est le principe, c'est des conférences qui sont montées par des gens qui ne sont pas forcément experts, en tout cas qui ne sont pas chercheurs ou doctorants, mais qui sont passionnés et qui ont un vécu dans ce qu'ils racontent. Donc moi, quand je l'ai monté, j'étais à l'époque bénévole pour l'allaitement tout un arc, je suis encore, donc lactédante, donc j'accompagne les femmes dans l'allaitement. Et depuis aujourd'hui, je suis également, je forme des personnes à l'allaitement et je suis doula. Donc j'accompagne les femmes de manière non médicale sur la grossesse, le postpartum et l'allaitement. Voilà, pour une mini présentation de moi. Les conférences gesticulées, du coup, ça ressemble pas forcément à ce qu'on a l'habitude. Il n'y a pas de slide, il n'y a pas forcément beaucoup d'échanges au début. On est peut-être un peu plus sur du spectacle. Notamment, il y a parfois un peu de théâtre, parfois un peu de chant. Alors moi, je sais pas chanter, donc je ne vous ai pas imposé ça. Mais voilà, donc c'est potentiellement un petit peu différent si vous en avez jamais vu. Donc c'est à peu près, ça va durer à peu près une quarantaine de minutes. Et puis après, ce sera l'occasion d'échanger si vous avez envie. Souvent, je bois et je grignote. Je suis pas enceinte, mais il m'a fait des petits cris du coup je mange quand même. Vous avez tout ce que vous voulez. S'il y a le moindre moment où vous avez besoin de sortir ou autre, vous ne prenez pas la tête pour moi. Vous êtes, voilà, il n'y a pas de souci. Oui. Merci. C'est juste pour la vie. Merci. Ouais, il faut qu'on ne soit pas nombreux pour le filmer, ce qui va permettre de le mettre en ligne pour la SWAM. Du coup, avec le Covid, il y a un peu moins de monde. Vous avez trouvé où, pardon, les verres à l'eau? Tu peux les demander. Ok, cool. Désolée. Et on t'attend. Excuse-moi. Les bébés allaités ont beaucoup moins de risques de diarrhée, un risque moins élevé d'infection respiratoire, un effet protecteur contre les maladies inflammatoires comme l'eczéma, le diabète de type 1. On peut s'en servir pour guérir des brûlures, des otites. Waouh! C'est magique ce truc-là. Allô maman? Dis-moi, tu m'as allaité? À seulement quelques semaines? Les médecins t'ont dit que tu étais trop fatiguée, il fallait que tu arrêtes. D'accord. Allô mamie? Dis-moi, t'as allaité papa? Tu pouvais pas parce que t'avais fait ton plat? D'accord. Ah et puis il venait d'inventer le lait en poudre. Bah oui, je comprends. Ce jour-là, j'ai appris des trucs intéressants sur ma grand-mère. La France est l'un des pays au monde où les femmes allaitent le moins. À la maternité, ça représente à peu près 70%, et puis très très rapidement, ce taux diminue. Si vous acceptez, je voudrais faire un mini sondage. Qui parmi vous a été allaité? Si vous le savez.
la première fois, même si on n'est pas forcément très nombreux ce soir. Et parmi vous, qui a été allaité plus de 6 mois? Ça fait 30% de la salle. C'est beaucoup. C'est une belle représentation. En France, on allaite plutôt quelques semaines que plus de 6 mois. Pourtant, l'OMS, le Plan national de santé et la médecine de manière générale s'accordent pour dire que le lait humain est le plus adapté aux mammifères humains, aux petits humains. Et pourtant en France on n'allait pas. Et moi je me suis posé la question pourquoi? Pourquoi les femmes françaises n'allaitent pas? Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui cloche? Et comme tout bon chercheur, je suis allée demander à mon ami Google, qui a d'abord tapé sur internet Google pourquoi les femmes françaises n'allaient pas. Et puis là, la première chose qui est sortie, ce serait à cause du lobby du lait. On aurait un lobby très très fort qui incite les femmes à ne pas allaiter et plutôt à acheter des boîtes pour des raisons commerciales. Et puis quand on descend un petit peu, on voit des articles qui parlent du dictat de l'allaitement et là qui parlent de pression faite sur les mères pour allaiter et finalement d'un lobby pro-allaitement. Alors on ne parle pas des mêmes acteurs, on parle de l'UNICEF, on parle des associations, on parle de l'OMS. Donc avec des enjeux peut-être différents, mais néanmoins en moins de 5 minutes sur internet, on se rend compte que sur une question qui touche quand même à l'intimité, au corps des femmes et à leur relation avec leurs enfants, comment elles vont mourir, on a 2 lobbies assez forts. Quand on est enceinte, la question de l'allaitement, elle vient très tôt. Elle vient dès le début de la grossesse. Généralement, on arrive chez le médecin et le médecin il vous dit oui, effectivement, vous êtes bien enceinte, est-ce que vous allez allaiter? Je ne sais pas si ça s'est passé comme ça pour vous. Pour moi, ça a été à peu près ça, mes copines aussi. Et là, moi, la question, est-ce que vous allez allaiter? Je sais pas, je viens de savoir que je suis enceinte, je suis déjà plutôt en train de me dire comment je vais le sortir, plutôt que comment je vais l'ouvrir. Et du coup, ça donne l'impression que cette question, elle arrive très tôt. Alors que, si on réfléchit un peu, en fait, c'est tard dans notre vie de femme. On ne nous a jamais parlé d'allaitement avant la maternité. À l'école, on nous parle de reproduction, on nous parle de vagin, ovaire, des rapports sexuels, on sait que le bébé est dans le ventre, et au final, on comprend que la maternité, ça se passe à peu près par là. Et puis là, ce premier rendez-vous, on nous dit, bah non, en fait, il y a un truc qui se passe en haut. Et bah, pour certaines, ça tombe un peu des nues, même si on sait qu'on allait, mais il fallait le contextualiser, quoi. Alors moi, en réalité, quand ma sage-femme m'a demandé si je voulais allaiter, j'avais déjà pris ma décision. Moi, j'ai eu des problématiques de santé et la médecin qui m'avait soignée m'avait dit si vous aviez été allaitée, peut-être que vous n'auriez pas eu tout ça. Donc autant dire que j'ai eu un lobby assez fort et que moi, j'avais pris la décision, même avant d'être enceinte, le jour où j'étais enceinte, j'allais allaiter ma fille, enfin mon enfant, qui s'est avéré être une fille. Mais j'avais pas conceptualisé, et c'est très con à dire, que allaiter, bah, ça voulait dire donner le sein. La base. Mais dans ma tête, j'avais quand même une vision très sexualisée du sein. Et les seins, ça servait pas à ça. Et du coup, là, l'idée d'aller mettre un bébé au sein, c'était quelque chose de très étrange pour moi. Mais bon, je me suis pas trop attardée là-dessus parce que dans l'idée qu'un bébé de 3 kg puisse sortir moins par le vagin, ça me paraissait aussi extrêmement étrange. Donc bon, j'avais des problématiques plus urgentes qui allaient venir avant. Et puis pendant ma grossesse, à 3 mois de grossesse, je suis allée à l'anniversaire d'une copine pour ses 30 ans. Et là, il y avait une maman avec son bébé de 5 semaines. Elle était sa fille, et la fille était non-stop au sein. Non-stop toute la soirée, elle n'a pas décollé le sein. Et
moi, j'ai quasiment jamais vu d'enfant allaité en fait. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Moi, je ne vois pas avoir avec un bébé greffé en excroissance toute la soirée, tout le temps. Ma vie de femme, dans ma tête, c'était en train de faire un feu d'artifice de ah, c'est pas possible. Et en fait, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais jamais vu et qu'on voit pas beaucoup l'allaitement. Moi, j'avais en tête qu'un bébé allait téter toutes les 3 heures. Une conception qui était assez fausse. De la même façon que j'avais en tête qu'un bébé dort. Bon, j'avais jamais vu de bébé. Et c'est bien que j'ai rencontré cette femme à ce moment-là, parce que quand on est enceinte, je trouve qu'il nous faut 9 mois pour se préparer à être mère, à accoucher. Et moi, j'avais besoin de ce temps-là aussi pour me préparer à allaiter. Et ce qui fait que quand plus tard j'ai allaité et qu'on m'a dit « Ah, mais il est tout le temps enceint », je dis « Bah, ouais, c'est normal. » Parce que je l'avais déjà vu. Et ça a changé beaucoup de choses pour moi. La deuxième rencontre qui a été importante, c'est avant j'habitais sur Annecy et j'ai une personne que je voyais tous les mois pour des soins qui était très gros naturel, accouchement naturel, allaitement, dans ce move-là. Et quand j'ai déménagé d'Annecy, elle était enceinte de 3 mois. Et quand moi j'étais enceinte, je me suis dit bah, je vais me payer un massage, je suis retournée chez elle. J'étais à 7 mois de grossesse à peu près, et du coup j'ai dit bah alors ça s'est passé comment, l'accouchement Elle m'a dit bah l'accouchement ça s'est très très bien passé. Par contre l'allaitement c'était horrible. Je suis pas arrivée. Et elle m'a dit ça avec les larmes dans la voix, et moi je me suis dit mais on peut ne pas réussir à allaiter. Et c'était là j'avais vraiment quelqu'un, je savais qu'elle y tenait. Et j'avais jamais imaginé ça, je me suis dit mais merde, je vais parler d'allaitement aux gens autour de moi, ma sage-femme m'a posé la question et jamais elle m'a dit mais renseignez-vous, c'est pas forcément évident, et puis ça me paraissait inné quelque part. L'allaitement c'est censé être comme ça qu'on nourrissait les bébés depuis la vie des gens. Donc c'était une bombe pour moi et grâce à cette personne je suis allée me renseigner. Donc quand je suis sortie de ce rendez-vous, ma sage-femme proposait une préparation à l'allaitement. Donc je suis allée au cours de préparation à l'allaitement de ma sage-femme. Et la première chose qu'elle nous a dit, c'est l'allaitement est recommandé par l'OMS exclusivement jusqu'aux 6 mois de l'enfant et en complémentation d'une alimentation diversifiée jusqu'au au moins 2 ans. Et là moi j'ai dit, excusez-moi, les dents, c'est à quel âge? Et ma sage-femme m'avait répondu, mais vous bloquez sur les dents, généralement les personnes, c'est plutôt la marche. Je dis, ah mais maintenant qu'on en parle, il va avoir des dents, il va marcher. Enfin, un bébé au sein, c'est déjà bizarre, un piranha qui marche encore moins. Là, c'était vraiment encore une autre découverte sur le chemin de l'allaitement. Et puis moi, je suis très on-off. C'est-à-dire que peut-être que ma sage-femme m'a dit, mais en fait, Flora, t'allaiteras le temps que tu veux, comme tu veux. Il y a du tir-allaitement, il y a de l'allaitement mixte. Enfin, peut-être qu'elle a ouvert cet horizon-là. Moi, je ne l'ai pas entendu. J'ai tellement été bloquée sur le début que je suis sortie et je me suis dit, si j'allais, j'en prends pour 2 ans, quoi. Au moins. Et du coup, je suis allée me renseigner. Je suis allée chercher autour de moi. J'avais besoin de parler à d'autres femmes qui allaitaient longtemps. Et donc autour de moi, j'avais que des copines qui avaient donné le biberon avec des préparations commerciales infantiles. Et j'avais une cousine qui avait allaité jusqu'à 3 mois. C'est peut-être pour ça que dans ma lettre, on allaitait 3 mois. Et en cherchant bien, j'ai trouvé une copine de collège qui co-allaitait ses enfants. Donc co-allaiter, ça veut dire qu'elle allaitait 2 enfants en même temps. Donc un grand frère et une petite sœur. Et qui a accepté de répondre à mes questions et qui m'a dit bah oui, méfie-toi, à la maternité ils ne sont pas forcément formés, tu as un risque de confusion, tu peux appeler la Yetcheling. Et elle m'a mis tellement d'infos et je me suis dit ouais mais en fait pour allaiter il faut pas de plus simple quoi. Et ouais, je suis seule. Ouais. Je me suis dit en fait ça va pas être aussi simple que prévu. Et puis la
la grossesse est arrivée à son terme et arrive alors, pour beaucoup de femmes, la maternité. En tout cas, l'accouchement. Pour moi, c'était la maternité. Avant de vous parler de la maternité, je voudrais d'abord vous parler un peu de c'est quoi des préparations commerciales infantiles par rapport à lait maternel. Alors, si j'utilise le terme de préparation commerciale infantile, c'est parce qu'en fait, il y a un code international qui date de 1981 qui a interdit d'appeler ce qu'on appelait lait maternisé et qui a remplacé par préparation commerciale infantile pour protéger l'allaitement, parce qu'on était sur une époque où justement il y avait vraiment des lobbies extrêmement forts, et dans des pays comme l'Afrique ou autres, ça devenait vraiment dramatique, et même dans d'autres pays, l'allaitement avait un fort recul à cause de ça. La France est signataire de ça, donc théoriquement nous ne devrions pas pouvoir parler de lait artificiel, et il ne devrait pas y avoir de publicité là-dessus. Sauf que quand on l'a transposé, c'est-à-dire qu'on a mis le droit en droit national, on a restreint. Alors vous n'avez peut-être jamais remarqué, mais toutes les publicités sur les préparations commerciales infantiles, elles sont que sur du 2e âge et du 3e âge. On l'a restreint aux 3 premiers mois. Donc les 3 premiers mois, vous ne verrez jamais de publicité. Et on a mis une super clause aussi, qui vient fausser un peu tout, c'est qu'en fait il y a une exception pour la publicité. Elle est interdite au grand public, mais elle est autorisée que dans les revues médicales. Donc nos médecins, maternités, etc., qui disposent de très peu de formation sur l'allaitement maternel, parce qu'il y en a peu dans les cursus médicaux. Par contre, ils ont une formation qui est très complexe sur les préparations commerciales infantiles par le biais des publicités qui sont autorisées. C'est une petite aparté. Donc j'étais sur qu'est-ce que les préparations commerciales infantiles. On sait que le lait humain, le lait animal qui s'en rapproche le plus, c'est le lait des équidés, le lait d'ânesse principalement, après le lait humain. Puis le chèvre et beaucoup plus loin la vache. Mais pour des raisons économiques, souvent les préparations commerciales infantiles, c'est du lait de vache. Alors le lait de vache, c'est quoi? D'un point de vue nutritionnel, ce sont, plutôt partir sur le lait humain. Le lait humain, c'est des protéines, des glucides, des lipides, d'un point de vue nutrition. Le lait de vache, c'est 3 fois plus de protéines, à peu près autant de lipides et moins de glucides. Les glucides, c'est du sucre, les lipides, c'est du gras. Le lait humain fait partie des laits les plus sucrés, les plus chargés en lactose. Donc le challenge d'un industriel, c'est d'arriver à passer de ça à ça. Et pour faire ça, dans des très grosses marmites, on met du lait de vache qu'on va diluer avec de l'eau. Et à ça, on vient ajouter des protéines. Alors si vous avez suivi, Pourquoi on rajoute des protéines? on rajoute des protéines. Alors déjà parce qu'on a dilué le lait, Ouais. mais aussi parce que c'est un petit peu plus complexe que ça, c'est que les protéines du lait de vache ne sont pas forcément les mêmes que celles du lait humain. Et notamment, on a des protéines dans le lait de vache qui sont difficilement digestes, donc on met des protéines qui se rapprochent du lait humain. On va rajouter du sucre, enfin du lactose et du saccharose, du sucre de lait, des huiles, l'huile de palme, l'huile de colza, l'huile de coco, et un liant pour que tout s'agglomère et tienne ensemble. Ça va être mélangé, on va le faire chauffer très fort pour juste avoir la poudre et obtenir le lait. Une fois qu'on a ça, on a d'un point de vue nutritif quelque chose qui est très proche du lait humain. Mais le lait humain, c'est pas que des nutriments.
c'est une matière vivante avec des facteurs de croissance, des enzymes, des anticorps et beaucoup d'autres choses, dont notamment beaucoup de choses qu'on ne connaît pas et qu'on ne comprend pas encore. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de recherches sur l'humain. On en a, mais pas autant que sur beaucoup d'autres choses. Et pour une autre raison aussi, c'est que c'est une matière qui est extrêmement changeante. Le lait d'une femme, il va changer toute la durée de l'allaitement. Il va changer entre le matin et le soir, il va changer au cours d'une même tétée. Au tout début, il y a le colostrum, qui est très chargé en anticorps, qui a une couleur jaune-orangé, un peu plus épais, un peu plus salé, puis ça va évoluer et maturer à des couleurs qui se rapprochent du blanc, parce que ce qui crée le blanc d'un lait, c'est la caséine, et le lait humain n'en a pas beaucoup. Donc des fois, en fonction de ce que mange la mère, vous allez avoir des laits un peu bleutés, un peu verts, un peu roses. Et ça va dépendre de chaque mère, donc ça va dépendre de ce qu'elle mange pour la couleur, mais ça va aussi dépendre si votre enfant est malade, la mère va créer des anticorps, ça va permettre d'aider l'enfant à se soigner. On sait que le lait humain, au contact de la salive du bébé, ça crée des substances qui peuvent tuer les salmonella. Il y a des dernières études qui montrent qu'à partir de l'analyse du lait, on pourrait savoir si une femme allait un petit garçon ou une petite fille. Donc c'est assez fou comme matière. Et à la fois, le fait qu'elle soit aussi changeante et qu'il y a si peu d'études, c'est peut-être une des complexités vis-à-vis de notre corps médical. C'est qu'on est dans un paradigme médical où il y a un besoin de contrôle. Et on ne peut pas savoir quelle quantité un bébé a pris de lait quand il est au sein. On ne peut pas analyser à tout instant le lait d'une mère, parce qu'en plus on sait qu'il va changer. Et ça, du coup, ça met le corps médical un peu en difficulté, parce qu'il y a quand même une responsabilité pour eux quand ils suivent une patiente et son enfant. Ça met aussi une deuxième difficulté. Il y a Suzanne Colson, qui est une sage-femme chercheuse, et qui a étudié énormément de mères qui allaitent, et qui a mis en évidence que si on laisse la mère se poser, s'installer vraiment confortablement, et qu'on l'entoure d'un cadre où elle est bien, et ben elle va développer des réactions innées. Elle et le bébé vont faire des réactions innées qui vont favoriser l'allaitement. C'est une approche qui s'appelle la biological nurturing. C'est vraiment très diminué. Mais en tout cas, il y a une importance et qui est mise en évidence par plusieurs études et pensées sur l'ocytocine. Et l'ocytocine, pour qu'elle soit sécrète, c'est une hormone. Il faut que la mère soit dans un environnement où elle soit bien. Et l'ennemi de l'ocytocine, c'est le stress. Et je reviens à la maternité. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un séjour en maternité. 4h du matin, bonjour, il a bien tété? Oui, bon bah super. 8h du matin, bonjour, est-ce qu'il a tété? Oui, parfait. 9h, bonjour, c'est le petit déjeuner. 10h, bonjour, on va donner le bain. 11h, bonjour, ah, il est en train de téter. Ouh, il n'ouvre pas forcément beaucoup la bouche là. Mais bon, il déglutit, ça a l'air d'aller. Midi, on va faire la pesée. Moi, j'avais très peur que mon bébé ne me laisse pas dormir à la maternité. Je suis un peu critique. Dans les faits, j'étais dans une maternité qui était pro-allaitement déjà et qui m'a beaucoup aidée. J'ai été très soutenue. Je pointe juste qu'il y a des moyens de... il y a des axes d'amélioration possibles. Quand on est accompagnant, les maternités, c'est quelque chose de compliqué parce que justement, on est face à... Il y a beaucoup de maternités où les personnels n'est pas soigné, n'est pas formé. Et les mères ont des avis extrêmement contradictoires. Et en tant qu'accompagnant, notamment dans les associations, on se retrouve confronté à deux choses. Les maternités qui complètent, qui complémentent le bébé quasi systématiquement. La problématique de compléter un bébé, c'est-à-dire on va lui donner un biberon à la naissance.
Si on donne un biberon à la naissance du bébé, il y a deux problèmes. Déjà, il va avoir le ventre plein, donc il ne va pas avoir faim, il ne va pas téter, et du coup, ça ne va pas stimuler les seins de la mère et la montée de lait. La deuxième problématique, c'est que un enfant, dans la vie, on apprend à marcher, on apprend à parler, et le bébé il va aussi apprendre à téter. Et téter un sein ou une tétine, c'est pas la même chose. Donc ça peut lui amener une complexité, potentiellement ça pourrait faire mal à la mère en plus quand il le prend. Il pourrait mal le prendre, et du coup, à nouveau, le sein n'est pas stimulé, il n'y a pas de montée de lait. Donc ça c'est une première problématique. La deuxième, c'est, et malheureusement c'est aussi un manque de moyens, de salles, de personnel comme on connaît dans nos hôpitaux aujourd'hui, qu'aujourd'hui encore dans pas mal de maternités, on arrive à ce que la mère et l'enfant soient séparés à la naissance. C'est souvent le cas en cas de césarienne, parce que la mère part en salle de réveil, et donc on va avoir plusieurs heures de séparation. Or, pour favoriser un allaitement, il faut qu'il y ait un poids le plus précoce possible. C'est bien d'en parler à vos maternités avant, si vous avez l'occasion. Je me permets parce qu'il y a des femmes enceintes ce soir. De parler du fait que vous avez envie d'allaiter et de voir avec eux ce qui peut être faisable. Notamment, il y a des maternités où même en cas de césarienne, on peut faire la tétée au bloc. Et pour l'avoir vécu, ça reste des moments magiques aussi. Et puis, il y a autre chose que les mères nous rapportent souvent et que moi, j'ai vécu pas très bien. Il y a une pression sur le poids de l'enfant. Alors déjà, on ne nous dit pas toujours qu'en fait, à la naissance, l'enfant va perdre du poids. Donc c'est normal, le bébé à la naissance, il va perdre du poids. Mais la majorité des maternités, elles ont très peur de la perte de poids de cet enfant. Et je ne suis pas médecin, donc il y a sûrement des très bonnes raisons médicales derrière. Mais du coup, sur la mère, il y a une espèce de course à faut pas que l'enfant perde son poids, faut qu'il le reprenne. Et moi, ça me donnait vraiment l'impression, parce que c'est quelque chose qui va continuer derrière quand vous sortirez de la maternité, il y aura un rendez-vous 1 mois, 2 mois de l'enfant. Et moi, je me suis dit, mais en fait, on est déjà sur les magazines du mois de mars, attention, c'est bientôt l'été, soyez dans la courbe. Enfin, c'était vraiment, et je me suis dit, ça vient de ça, quoi. Faut être parfait dans la courbe. Et c'est souvent ce que les mères nous rapportent, parce que moi, j'ai plus mal vécu, c'est, je sais pas s'il va être sur la courbe de poids, je suis stressée, est-ce que je dois le peser, quoi. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir une pédiatre qui m'avait détendue, qui m'avait dit, écoutez, on arrête la balance, vous regardez ce qui sort, si ça sort, c'est que ça rentre. Et moi, je sais que ça m'avait fait beaucoup lâcher. Mais une fois de plus, je ne suis pas médecin, il y a sûrement des bonnes raisons, c'est juste une façon de mener. Il y a un label qui a été créé pour les maternités en 90. Donc, il existe des maternités qui sont hôpitaux amis des bébés. C'est un label qui a été créé par l'UNICEF et la Laity League qui garantit que ces hôpitaux mettent tout en œuvre pour qu'il y ait le moins de séparation possible et notamment un allaitement optimal si les parents souhaitent allaiter. Dans ces hôpitaux, il y a des consultantes en lactation parce qu'en fait, à part dans ces hôpitaux, c'est très rare que des consultants en lactation ou des personnes formées. En France, on a eu ces premières maternités dans les années 2000 et aujourd'hui, ça représente à peu près 8% des naissances qui sont dans ces maternités. Comme quoi, en fonction d'où on accouche, on n'est quand même pas très égaux sur l'accès au droit à l'allaitement. À Grenoble, on en a une et de manière générale, on a des maternités qui sont assez sensibilisées. Voilà. Quand on sort de la maternité, on attaque le congé maternité. La personne qui a osé employer le terme de congé ne devrait pas partir en vacances avec lui. Tu pars en vacances? Non. Donc le congé maternité, c'est les vacances où vous devez vous remettre d'un accouchement, potentiellement d'une opération, si vous avez une césarienne, avec un bébé à vous occuper H24. Seul. Alors je dis seul, en réalité, donc il y a le conjoint ou la conjointe qui peut être là. Mais bon, le congé est quand même très court en France
Et même s'il a doublé, déjà c'est pas encore effectif. Et puis ça reste quand même pas énorme. Moi j'ai souvent la place du conjoint, c'est une question qui revient très très souvent auprès des mères qui hésitent à allaiter. Alors déjà sachez que si vous avez une conjointe, il est possible aussi pour elle d'allaiter. Parce que c'est des protocoles qui ont besoin d'être suivis, mais il est possible pour une femme qui n'a pas porté l'enfant d'allaiter. C'est petit à petit. Et donc souvent, les femmes, c'est un des arguments qui revient souvent, je ne veux pas allaiter parce que je ne veux pas que le père soit exclu. Au début, moi je disais non, mais le père il peut faire plein de choses, ce qui est vrai. Et puis je me suis rendu compte en échangeant avec des papas qu'en fait, avec eux aussi il fallait échanger, parce que chez eux aussi il fallait déconstruire l'idée du biberon. Parce qu'ils se voyaient donner du biberon à leur bébé. Et là c'était un peu déstabilisant. Il y a un groupe Facebook de papas qui s'appelle les papas allaitants, de mémoire les PAPS, qui échangent là-dessus. La plupart des papas, finalement, ils ont trouvé leur marque sans trop de soucis par rapport à l'allaitement. En berçant, en donnant le bain, en faisant plein d'autres choses. Et quand je rencontre des papas qui bloquent et que finalement, alors je dis papa, excusez-moi parce que j'ai plus rencontré de papa que de deuxième maman. En creusant l'histoire, finalement, je me rends compte que ce conjoint-là, ou cette conjointe, elle n'est pas là de la journée. Et qu'au final, son enfant, elle le voit quasiment pas. Et du coup, peut-être qu'il est plus là, la problématique, plutôt que l'allaitement. Si je prends mon exemple à moi, au bout de 14 jours, mon conjoint a repris le travail. Moi, je commençais à peine à marcher après ma césarienne. Je me retrouvais toute seule avec ma fille, et ça, je l'avais anticipé parce que j'avais une peur terrible de la dépression postpartum. Et donc, j'ai ma mère et ma belle-mère qui sont venues, et après, je suis même allée chez mon père pour me faire aider. Et ma mère et ma belle-mère, elles ont porté ma fille, elles l'ont changée, elles lui ont donné le bain, elles ont fait des câlins. Et c'est tous ces instants que mon mari a raté. Et pour moi, le conjoint, il a une place qui est primordiale. Parce que assez rapidement, on se retrouve à allaiter avec des gens autour de nous. Et là commence mais t'es sûr que t'as assez de lait? Et ton lait il est assez nourrissant? Mais tu l'allaites encore? Et toutes ces remarques qui sont pas forcément méchantes en fait, mais elles viennent déstabiliser assez profondément la mère, surtout quand elle doute, quand on n'a pas l'habitude, quand on a un doute sur le lait qu'on a. Et là, le conjoint, il a une place qui est primordiale. Alors, je voudrais en profiter pour démonter 2-3 mythes. Notamment, souvent, on dit aux mères, mais t'es trop fatiguée, tu devrais donner un biberon. Alors, il y a des études qui ont été faites sur est-ce que c'est plus fatigant de donner le biberon ou de donner le sein. Et les résultats sont édifiants. Être parent, ça fatigue. Dans les faits, quand on allaite, on a un cocktail hormonal qui nous permet de mieux récupérer. Alors certes, c'est nous qui nous levons la nuit, même si personnellement c'était mon conjoint qui allait chercher ma fille et qui me la mettait au sein. C'est aussi ça qui est possible pour les conjoints et conjointes. Mais vous avez un cocktail qui fait que on tombe en sommeil profond d'un coup, donc on récupère beaucoup plus et à la fin on se réveille très rapidement quand l'enfant a besoin. C'est ce qui fait que le cododo, on dit que dans les mesures de sécurité, il faut que la mère allaite. Sur est-ce que le lait est assez nourrissant, il y a des études dans des pays en sous-nutrition qui ont été faites dans les années 80 et le lait, chez toutes les femmes, même en sous-nutrition, est suffisamment nourrissant. Et quant à est-ce que tu as assez de lait, le médecin il est déjà au taquet là sur la question. Et puis, pour beaucoup de femmes, après le congé maternité, arrive le retour au travail. Alors le retour au travail, il y a
lois qui permettent aux femmes d'allaiter en travaillant, aux femmes du secteur privé. Donc, les femmes salariées disposent d'une heure répartie en 2 fois une demi-heure dans la journée. Par contre, là où le bas blesse, c'est qu'il n'est pas précisé dans la loi que cette heure est rémunérée. Donc, c'est un peu à la discrétion de l'employeur ou de la convention. On pourrait parler d'une discrimination homme-femme, mais en tout cas, pour l'instant, c'est comme ça. Donc, assez rarement, cette heure est rémunérée. Autant dire que sur des emplois horaires, les femmes ne peuvent pas se permettre de perdre 1 heure de salaire par jour. Donc il y a beaucoup de femmes qui vont sauver à cause de ça. Moi, je peux vous parler de mon expérience en tant que cadre, parce qu'à l'époque, j'étais cadre dans une entreprise. Et alors ça, du coup, je n'avais pas de perte de salaire. Par contre, quand on est mère, le temps, il y a beaucoup de chagrin. Il faut déposer l'enfant le matin, récupérer le soir, donc déjà les journées. Et il faut trouver une heure pour tirer son lait dans la journée. Un vrai challenge. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir une manager qui était hyper compréhensive et moi j'ai eu le droit à 2 jours de télétravail par semaine. Du coup, l'heure et demie de trajet économisée, je pouvais tirer et en plus chez moi, on peut mettre le tire-lait et continuer à travailler. Néanmoins, quand je tirais en entreprise, il y avait quand même le côté, et j'ai pas mal de femmes qui m'ont fait le même partage, où du coup, certes, on est obligé d'aller tirer le lait, mais c'est un moment, une pause où on pense à notre enfant. Et c'est une pause pour soi dans la journée qu'on ne prenait pas avant. Voilà, il y a des femmes qui vivent comme ça. Tirer son lait et allaiter au travail, ça demande quand même d'assumer et d'être à l'aise avec ça. Parce que la première chose à faire, c'est d'aller voir la RH et de dire voilà, où est-ce que je peux tirer mon lait. Donc déjà, si vous avez l'image de vache, c'est compliqué. Et elle va forcément venir à un moment ou à un autre, c'est pas évident à gérer. Donc ça demande d'être à l'aise. Et puis après, même dans l'entreprise, moi j'ai du souvenir, moi pour le coup j'étais pas à l'aise du tout au départ. Je prenais mon sac, je me traversais l'intégralité de l'entreprise. Et une fois arrivée, je m'installais, je branchais, je savais qu'il y avait potentiellement du monde à côté, et en toute discrétion. Alors, en réalité, depuis j'ai découvert qu'il existait une marque de tire-lait qui est géniale, qui se glisse dans le soutien-gorge, que personne ne voit, qui fait pas de bruit, mais ça n'existe qu'aux US et c'est pas remboursé par la sécurité. Voilà. Mais donc, moi j'avais assumé ça, et une fois le lait tiré, il fallait que je retraverse l'entreprise avec mes biberons plein de lait, que j'allais mettre dans le frigo. Moi j'avais la sensation de me balader avec des flacons d'urine. C'est triste hein, parce qu'on parle de lait, hein, et puis en plus on parle du mien. Mais j'ai mis du temps, voilà, j'ai mis du temps, c'était trop loin de ma conception. Et puis j'ai un copain pour arranger tout ça qui m'avait dit ah mais tu mets ton lait dans le frigo au boulot, mais c'est dégueulasse. Est-ce que tes collègues mettent leur sperme? Et là j'ai dit mais est-ce que tu mets du sperme dans ton café? Ouais, parce que le lait humain, on a cette image de sécrétion. Et c'est un peu comme vous disiez, j'ai acheté ma sécrétion de vache pour faire une bonne patate. Enfin voilà, ça demande de remettre les choses à leur place. On parle bien de lait. Et quand c'est pas le lait qui pose problème dans notre société, bah c'est le sein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que maintenant ça commence à dater un tout petit peu, ça remonte à 1 an. Il y a une polémique qui a été faite d'une femme qui s'est fait sortir du Pôle emploi parce qu'elle avait osé allaiter son enfant. Moi je trouve qu'autour de ça, il y a beaucoup de questions qui se posent. Pourquoi un bébé se retrouve à Pôle emploi? Pourquoi une femme avec un petit nourrisson est déjà obligée d'aller à Pôle emploi? Mais les débats n'ont pas du tout tourné autour de ça. Et je vous propose d'écouter un extrait des Grandes Gueules qui avait eu lieu juste après, donc en septembre 2019. C'est Barbara Lefebvre qui parle.
Je trouve qu'il y a un caractère d'intimité au fait d'allaiter, même pour ce bébé. L'allaitement, ça doit se faire dans un cadre qui est un cadre aussi de sérénité. Et je pense qu'il faut avoir une certaine élégance